Salut! Est-ce que vous aussi vous avez remarqué que lorsque les gens parlent de spiritualité, il y a quasi toujours inévitablement un moment où ils évoquent le concept de l'immatérialité. Ce concept est souvent invoqué pour parler de la nature des émotions, des pensées, du subjectif des ressentis, des valeurs ou encore des énergies supérieures. Et très souvent, cette immatérialité est invoquée pour parler de choses qui échapperaient aux lois de la nature, aux lois de la physique. Mais tous ces concepts sont-ils réellement immatériels? Et qu'est-ce que ça implique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, définissons un peu mieux ce terme. L'immatérialité est définie comme ce qui n'est pas composé de matière. Et la matière, c'est quoi? En physique, on dit qu'un corps est matériel lorsqu'il possède un certain volume et une certaine masse. Donc le volume, on voit ce que c'est, et la masse, ah bah, grosse question ça. D'après mes recherches, j'ai cru comprendre qu'en fait la masse c'est une notion assez abstraite qui définit en fait la quantité d'énergie contenue dans un corps. D'ailleurs, Einstein avait initialement écrit sa fameuse formule simplifiée, non pas E égale mc carré, mais m égale E sur la vitesse au carré. Et l'énergie c'est quoi? Bah c'est un concept encore plus abstrait dont seules les différences peuvent se mesurer, mais pour l'instant retenons qu'on classifie comme matériel tout ce qui possède une masse et un certain volume. Une masse, retenez bien ça. Et en physique, on distingue deux types de particules élémentaires. D'un côté, la famille des fermions, qui comprend les quarks et les leptons. Les quarks, c'est les particules élémentaires qui composent les neutrons et les protons, et les leptons composent les électrons. Ces particules élémentaires ont un spin d'1,5 et composent la matière. Pour éclaircir la notion de spin, je vous conseille absolument d'aller voir cette vidéo, il y a des bails trop stylés dedans. Donc on a les fermions et de l'autre côté la famille des bosons. Les particules faisant partie de la famille des bosons, eh ben elles n'ont pas de masse, elles ont un spin égal à 1 et sont les vecteurs des 4 forces fondamentales de la nature, à savoir la force forte, la force faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Par exemple, les photons sont les vecteurs de la force électromagnétique. Ils se déplacent avec une vitesse d'environ 300 000 km par seconde. C'est beaucoup, mais ce n'est pas une vitesse infinie. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait intuitivement penser, une force ne se transmet pas instantanément. Les particules élémentaires faisant partie de la famille des bosons n'ont pas de masse, comme je l'ai dit, donc on peut dire que ces particules ne sont pas matérielles à proprement parler, et donc qu'elles sont immatérielles. Donc ok, l'immatérialité, ça pourrait être en référence à ce genre de particules. Mais celles et ceux qui parlent d'immatérialité font-elles vraiment référence à ce genre de particules? Eh bien, j'ai l'impression que non. Et même si c'était le cas, est-ce que ça voudrait dire que ce genre de particules peuvent s'extraire des lois fondamentales de la physique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir après. Et je sais pas si vous connaissez le concept d'antimatière, mais je trouve que ce nom antimatière, ça pourrait laisser penser qu'on parle de quelque chose d'immatériel. Mais l'antimatière, c'est quoi? Eh bien, ce sont les antiparticules qui correspondent aux particules élémentaires de la matière ordinaire de la famille des fermions, à savoir les antiquarks et les antileptons. Par exemple, l'antiparticule du proton, c'est l'antiproton, et l'antiparticule de l'électron, c'est l'antiélectron. Pip! Eh ben non, le positron! Et attention, ces antiparticules, elles ont une masse, donc ce n'est pas immatériel comme le nom pourrait peut-être laisser penser. Une particule et son antiparticule, en l'occurrence, elles ont la même masse, mais elles sont de charges électriques opposées. Et si elles se rencontrent, elles s'annihilent, bien souvent sous forme de photons. Donc là c'est stylé parce que l'énergie qui constituait la masse d'un électron et son positron, par exemple, s'est transformée en photons. Donc c'est transformé en énergie immatérielle. C'est bien joli ce petit cours de physique, mais à quoi ça sert tout ça? Bah là où je veux en venir en fait, c'est que l'énergie, qu'elle soit sous forme de matière à proprement parler, ou d'immatérialité, de vecteur de force, eh bien elle est soumise à l'une ou l'autre des 4 grandes forces fondamentales de la physique qui régissent l'univers et comment il se comporte. Et les gens qui parlent de spiritualité l'ont d'ailleurs bien compris, je pense, parce que justement, ils évoquent le concept d'immatérialité pour parler de choses ou d'événements qui ne seraient pas rationnels, dans le sens des choses qui échapperaient à ces lois de l'univers. Si on prend les pensées, les valeurs, les émotions, le subjectif, sont toutes des choses immatérielles, donc elles seraient pas soumises aux lois qui régissent l'univers, non? Bah ouais, si je pense à un éléphant vert, ça veut pas dire que l'éléphant vert il existe. En fait, il y a deux choses différentes très importantes à distinguer. Il y a la pensée et la réalité physique à laquelle correspondrait ta pensée. T'as ta pensée de l'éléphant vert et l'éléphant vert. Donc l'éléphant vert n'existe pas, du moins pas que je sache. Et même s'il existait, ce serait important de distinguer les deux. Pourquoi? Quand on dit qu'une pensée est immatérielle, on parle de la pensée en elle-même. Et certes, l'éléphant vert n'existe sûrement pas, mais ta pensée de l'éléphant vert, elle existe. Et elle correspond à l'activation du réseau neuronal qui te permet de faire émerger cette pensée. Et l'activation d'un réseau neuronal, c'est composé de neurones, de synapses, de neurotransmetteurs, du potentiel d'action, ou un flux électrique si vous préférez, qui se propage le long de l'axone du neurone plus ou moins vite en fonction de l'épaisseur de la gaine de myéline. Et tout ça, ce sont des choses biologiques, on ne peut plus matérielles. Et dans le cas où la pensée serait aussi
composé d'une partie immatérielle sous forme d'ondes par exemple, parce qu'on sait que le cerveau émet des ondes. D'ailleurs, s'il devait exister une forme de télépathie, bah certainement que ça pourrait s'expliquer comme ça. Pour moi, ce serait tangible. En fait, dès le moment où il y a de l'énergie, qu'elle soit sous forme de matière ou de immatériel, des photons par exemple, bah c'est soumis aux lois fondamentales de la physique. Et ce raisonnement, on peut le faire pour plein de choses. Dans le cas des émotions par exemple, il y a certainement une activation d'un certain réseau neuronal auquel peuvent se rajouter d'autres réactions corporelles comme la sécrétion de certaines hormones, de la sudation, l'augmentation de ton rythme cardiaque. Donc les hormones, le cœur, tout ça, pas de soucis, je pense c'est matériel. Mais si on prend par exemple le concept d'augmentation du rythme cardiaque, c'est quoi la matérialité de ce concept-là? C'est peut-être plus dur à saisir parce que c'est un concept utilisé pour décrire la réalité physique, mais qui fait pas partie de cette réalité physique en elle-même. Et du coup, à nouveau, à mes yeux, l'augmentation du rythme cardiaque, eh bien c'est la somme de l'activation de tous les réseaux neuronaux et tout ce qui permet de faire émerger ce concept en chacun des êtres humains sur cette Terre, plus celle des autres organismes vivants qui ont ce concept-là, je sais pas, peut-être. Et d'ailleurs, personne n'aura exactement le même ressenti subjectif du concept d'activation du rythme cardiaque parce que personne n'a la même configuration neuronale, le neurone près. Il y a des milliards de neurones qui constituent notre cerveau, il y a personne qui a exactement les mêmes neurones au même endroit avec les mêmes synapses, car on a tous notre corps à nous individuel, et toutes les expériences vécues permettant de faire les connexions neuronales pour faire émerger ce concept ont été différentes pour chacun de nous. Le ressenti subjectif de ce concept est du coup différent en chacun de nous, mais heureusement suffisamment semblable pour qu'on puisse se comprendre. Est-ce que vous me suivez? Et du coup, tout ça, c'est valable aussi pour par exemple la beauté. La beauté, c'est la somme cumulée de tous les réseaux neuronaux activés, tout ce qui permet l'émergence du concept de la beauté à notre esprit. Dernier exemple, après j'arrête, je pense que vous m'aurez compris, je pense que la plupart des choses auxquelles on fait référence quand on parle d'immatérialité, en fait, elles sont matérielles, majoritairement. Elles ont peut-être une petite composante immatérielle, comme le cas d'ondes émises par le cerveau dans le cas de la pensée par exemple, mais majoritairement, ce sont des choses matérielles. Donc, en fait, l'esprit pour moi, il est matériel. D'ailleurs maintenant on sait que le dualisme ça a plus trop de sens, donc le dualisme de séparer le corps et l'esprit, comme si l'un pouvait aller sans l'autre. Maintenant c'est bon, on sait que non. Tu meurs, ton esprit meurt. Alors, s'il y a un bail d'âme comme ça, je sais pas, ce serait cool, hein, ouais, franchement j'espère. Mais ouais, l'esprit et le corps c'est tellement intimement lié. D'ailleurs on en fait l'expérience au quotidien. On a qu'à voir par exemple comme notre niveau de conscience peut être altéré quand on mange trop lourd, quand on dort pas assez, ou qu'on prend des substances qui altèrent la conscience. D'ailleurs je me demandais si la peur de sang, elle pourrait pas venir de là, du fait qu'on oublie à quel point on est biologique. On a la chance d'avoir une peau qui recouvre tellement bien notre corps qu'on en oublie en fait qu'à l'intérieur on est constitué d'os, de muscles, de cellules, d'eau, de sang qui passe dans nos vaisseaux sanguins, et que la peur du sang ce serait le rappel en fait qu'on est biologique. Et franchement du coup je me demande si la peur du sang elle existerait si on avait une peau transparente avec des vaisseaux sanguins transparents et qu'on voyait le sang circuler en nous, les cellules bouger et les molécules qui nous composent et tout. Je sais pas, franchement, c'est qu'une hypothèse. Hein. Parce que ça aussi, j'ai l'impression qu'en tant qu'humain, on a la fâcheuse tendance à classer comme immatériel tout ce qui n'est pas captable par nos sens. Genre on oublie qu'en fait on capte qu'une infime partie de l'univers. Genre l'air, c'est immatériel l'air. C'est un raisonnement intuitif et c'est normal. Et après en fait quand on nous explique qu'en fait l'air c'est composé de molécules, d'environ 20% d'oxygène, 78% de diazote, d'autres gaz rares, de plus en plus de CO2, bah on accepte assez volontiers que ok, l'air, même si c'est composé de particules qu'on ne voit pas, bah c'est pas immatériel puisque ces particules, elles ont une masse. D'ailleurs, en parlant de choses de la réalité qu'on ne voit pas, est-ce que vous saviez qu'il y a une particule élémentaire de la famille des fermions qui s'appelle le neutrino, qui traverse par milliards chaque centimètre carré de notre corps chaque seconde? Et ces particules, elles ont une masse, hein. Ça s'appelle les neutrinos. C'est la particule élémentaire la plus abondante de l'univers. Et oui, chaque seconde, on a des milliards de neutrinos qui traversent chaque centimètre carré de notre corps. Je sais pas, moi je trouve ça un truc de dingue. Donc en fait, quand on parle d'immatérialité, il y a des fois où on parle de choses qui sont en fait matérielles, mais qui ne le sont pas à première vue. Et c'est ça qui est important, parce qu'en fait, vous me direz peut-être, oui mais ok, on parle de choses immatérielles pour tout ce qui est du ressenti subjectif, des valeurs, des émotions, des pensées, parce qu'en fait ce sont pas des objets directement palpables, et c'est bien pratique de faire une distinction entre toutes ces choses-là dans la vie de tous les jours quoi. Et je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'UNESCO classifie comme appartenant au patrimoine immatériel tout ce qui concerne les traditions orales, les arts, les rituels, etc. Et en économie, on classifie comme immatériel tout ce qui ne peut pas être touché, au contraire d'un objet par exemple. Donc au final, tout ça, c'est qu'une histoire de classification. On peut dire que le but du langage, c'est de se comprendre entre êtres humains, et tant qu'on comprend que lorsqu'on parle d'immatériel, on parle de choses, tout ce qui est plus abstrait et qui n'est pas matériel à première vue, même si quand on regarde de plus près, c'est bien matériel. Et on parle de matériel pour tout ce qui est tangible, observable directement par nos sens, et voilà quoi, tant qu'on se comprend, c'est l'essentiel. Pourquoi je fais chier? Et bien justement, pour moi, le problème, c'est qu'en fait,
lorsqu'on parle d'immatérialité, les gens évoquent ce concept pour parler de choses qui échapperaient au-delà de la physique. Sauf qu'à mes yeux, ça n'est pas le cas. Si quelque chose existe, c'est soumis aux lois de la physique. Si on prend le concept d'âme par exemple, moi j'en sais rien si ça existe. Franchement, je kifferais, je trouverais ça stylé. Pour l'instant, je vois juste pas d'argument rationnel qui pourrait expliquer ça, ou j'ai juste pas eu d'expérience assez forte pour que j'y croie malgré le manque d'arguments rationnels. Mais je ne suis pas fermée à la possibilité que ça existe. Par contre, si ça existe, c'est constitué d'une certaine énergie qui est soumise aux lois fondamentales de l'univers. Le matérialisme est un courant qui considère que tout est constitué de matière ou d'énergie. Et en ce sens, je suis clairement matérialiste. Donc voilà, on arrive à la fin de mon postulat numéro 1. Tout ce qui existe est constitué d'énergie. Que cette énergie corresponde à des particules matérielles à proprement parler pour toutes les particules élémentaires de la famille des fermions, ou à l'énergie des particules élémentaires de la famille des bosons, qui n'ont pas de masse, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, eh bien cette énergie existe, et comme tout ce qui existe, eh bien elle est soumise aux lois fondamentales qui régissent l'univers. Et deuxième postulat, tout ce qui est soumis à l'une ou l'autre des 4 forces fondamentales qui régissent l'univers est déterminé. Si une chose est soumise à une de ces lois et ne peut pas s'en extraire, eh bien son comportement est déterminé par cette loi. Ces forces sont à l'origine de tous les phénomènes physiques, biochimiques, chimiques qui nous entourent, et du coup sont à l'origine de tout mouvement en fait. Pour comprendre, regardons ces différentes lois, ces forces d'un peu plus près. La force forte agit à une distance très courte, et elle confine les quarks à l'intérieur des protons et neutrons constituant le noyau des atomes. Les vecteurs de cette force forte s'appellent les gluons. C'est marrant, comme de la colle, de la glu. Un quark à l'intérieur d'un proton ne peut pas s'extraire du noyau. Il est obligé de rester dans le noyau. Pour partir, on aurait besoin d'une force externe qui soit supérieure. La force nucléaire, c'est un effet résiduel de cette force à une échelle un peu plus grande, et elle confine les protons et les neutrons entre eux. La force faible, elle ne lie pas des particules entre elles, mais elle est responsable par exemple de la radioactivité bêta. Et d'ailleurs, les neutrinos dont je parlais avant, qui traversent notre corps, en fait, ils sont sensibles qu'à la force faible. Du coup, ils interagissent que très peu avec la matière, ce qui explique pourquoi en fait, ils sont capables de traverser tout un tas de matières sans interagir avec, donc sans se faire bloquer par cette matière-là. La force électromagnétique, elle agit sur toutes les particules dotées d'une charge électrique. Elle permet donc de lier les électrons chargés négativement au noyau de l'atome chargé positivement, et c'est la force dont on voit le plus l'effet au quotidien, par exemple la lumière, les rayons X, l'électricité et les processus chimiques. Donc si t'es une particule dotée d'une charge électrique, eh ben t'as pas d'autre choix que d'obéir à la force électromagnétique. Et ouais, c'est comme ça ici. Et enfin, la 4e force fondamentale qui régit l'univers. J'ai nommé. Non, j'ai pas nommé moi, la force gravitationnelle. Elle provoque une attraction entre tous les objets qui possèdent une masse ou une énergie. Les photons par exemple, qui ne possèdent pas de masse, mais une énergie, sont soumis à la force gravitationnelle, et oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne peuvent pas s'échapper des trous noirs. Putain, ça me fait penser à ma première vidéo. Même ton esprit métaphore de la lumière ne pourra plus s'en échapper. Ultra gênant, j'espère que personne se souvient de ça. C'est pas grave, hein. En tout cas, j'espère pour vous que je ne produis pas autant de malaise que durant cette première vidéo. Bref, la force gravitationnelle fait que la Terre n'a pas d'autre choix que de tourner autour du Soleil, et que si on prend une pomme dans les mains et qu'on la lâche, elle tombe. Non, je déconne, mais quand on y pense, la pomme, elle a pas d'autre choix que de tomber dans ces conditions-là. On peut donc dire que la pomme est déterminée à tomber. Et en fait, tout ce qui nous compose, notre corps humain, et tout ce qui compose l'univers, est composé de molécules, d'atomes et de particules élémentaires de la famille des fermions ou des bosons. Et tout ce qui compose l'univers est soumis à ces 4 forces fondamentales et est déterminé. Donc si tout ce qui nous compose est déterminé, bah nous sommes déterminés aussi. Et je vois pas comment c'est possible de penser autrement en fait. Et donc vous l'aurez compris, je suis clairement déterministe. Et oui, c'était ça le vrai thème de cette vidéo. Et quand je dis ça aux gens, en fait, très souvent, j'ai une réaction négative en face de moi. Genre les gens ils sont saoulés par ça. Et je peux comprendre parce que si on se dit qu'on est déterminé, bah y a plus d'espoir parce qu'on peut pas changer le cours de notre destinée, bla bla bla. Et là, moi j'ai vraiment une question. Qui t'a dit que t'étais déterminé pour le pire? Que t'étais déterminé à ne pas pouvoir changer? Qui t'a dit que parce qu'on est déterminé, on est foutu? Qui? Et si t'étais déterminé à tout péter et à avoir une vie de ouf? Qu'est-ce que t'en sais? Je te propose de réfléchir à ça jusqu'à la prochaine vidéo dans laquelle on parlera de philosophie du déterminisme, si on peut dire. Parce que être déterministe, bah ok, mais en fait j'ai l'impression que ce qui compte pour nous dans le quotidien,
c'est pas vraiment ça en fait. Une fois cette première étape passée, les questions que perso je trouve plus intéressantes à se poser, c'est par exemple comment garder de l'espoir lorsqu'on est déterministe, comment garder le feu de la motivation de vouloir tout péter dans sa vie. On parlera aussi de mérite, d'identité et de bienveillance par exemple. Donc voilà, ce sera le thème d'une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce avec quoi vous êtes d'accord ou n'êtes pas d'accord, si vous m'avez suivi, si votre manière de voir les choses a un petit peu changé ou pas. Et je me ferai un plaisir de lire les quelques commentaires qu'il y aura. En tout cas, merci d'avance et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Bisous bisous.